Mesdames et messieurs, chers clients, bonjour et bienvenue dans ce nouveau Flash Market dans lequel nous parlerons des marchés financiers, plus précisément du marché obligataire. Et pour ce faire, nous sommes rejoints par Eleanor Bunel, qui est responsable de l'obligataire chez Lazare Frères Gestion et gérante d'un fonds obligataire flexible. Bonjour Eleanor et bienvenue. Bonjour, merci. Alors, en 2024, on a vu que les banques centrales n'ont plus augmenté les taux d'intérêt, mais les ont baissés. Comment pensez-vous que le marché obligataire évoluera dans les mois à venir? Alors, le marché obligataire, normalement, on a quand même les deux zones, qui sont les États-Unis et l'Europe. Donc, il faut quand même distinguer les deux zones. On a aux États-Unis un nouveau président qui s'appelle Monsieur Donald Trump, qui pourrait entraîner des pressions inflationnistes et donc faire un petit peu remonter les taux longs. Donc, il faut faire évidemment attention aujourd'hui sur les taux américains. Donc, on est plutôt, j'irais aujourd'hui plutôt attentiste et plutôt neutre sur cette classe d'actifs, des taux américains. Peut-être en jouant une quantification des courbes, c'est-à-dire être plutôt long du court et short du long, si on a une pression sur les taux longs, évidemment. Donc ça peut être une stratégie pour 2024 qui peut être une stratégie voilà, à moyen terme. Et puis ensuite, on a la zone euro qui, elle, on sait, la croissance est un peu en train de souffrir, notamment en Allemagne, en France. Et donc, dans ce contexte, nous, on pense que la Banque centrale européenne va continuer de baisser ses taux et donc être positionné sur des taux euros aujourd'hui fait sens si vous voulez performer du moins faire de la performance sur les taux obligataires européens l'année prochaine. Ça semble quand même une bonne idée Ok, d'investissement. ça va, merci. Et donc, dans ce contexte de baisse de taux d'intérêt et bien d'incertitude économique aussi, quelles sont les principales opportunités sur le marché obligataire en ce moment? Vous avez dit déjà l'Europe, mais en Oui, mais en général. fait, en règle générale, c'est vrai qu'on aime bien le marché obligataire dans son ensemble. On a à la fois les taux souverains, donc là, on vient de parler des taux européens. Euh, Le crédit aussi semble quand même une classe d'actifs qui semble quand même toujours intéressante, même si c'est vrai que le crédit a très très bien performé cette année et l'année précédente. Donc on a beaucoup voilà, de questions sur est-ce que on n'est pas à la fin du rallye sur les primes de risque crédit. En réalité, quand on regarde le rendement total de la classe d'actifs crédit, que ce soit le crédit de bonne qualité, ce qu'on appelle le crédit investment grade, ou le crédit plutôt offensif avec le high yield, ou même les subordonnés, les dettes subordonnées financières ou corporate, on est sur des rendements qui restent quand même très élevés. Donc, si vous vous dites que on est sur finalement maintenant une sorte de range sur les primes de risque crédit, et si on évite la récession, donc c'est pas notre scénario aujourd'hui, mais si on n'a pas de récession, c'est vrai que les primes de risque crédit devraient rester sur ces niveaux-là. Donc, vous captez quand même le portage de la classe d'actifs crédit qui est quand même plus intéressante que la classe d'actifs souveraine. Donc, vous avez ce petit supplément de rendement. Donc, nous, c'est vrai que les fondamentaux sur le crédit restent constructifs en réalité. On n'a pas de signe de retournement aujourd'hui, que ce soit sur les banques ou les entreprises. Les flux qui arrivent dans ces classes d'actifs-là sont toujours très forts, dus au rendement qui reste élevé. Et c'est vrai que nous, aujourd'hui, on ne voit pas ce qui pourrait faire dérailler le marché du crédit. Donc, je dirais que dans son ensemble, en fait, on reste constructif pour surtout des niveaux de valorisation qui restent attractifs et puis des fondamentaux qui restent bons en réalité sur le marché du crédit. Donc, plutôt constructif. Ok, parfait. Alors, effectivement, les marchés sont actuellement très volatiles. Il y a des tensions géopolitiques et vous l'avez dit, il y a une éventuelle récession, mais des inquiétudes plutôt et Oui. pas vraiment beaucoup d'espoir là-dessus. Comment est-ce que vous gérez les risques liés aux obligations? Quels critères sont les plus importants pour maintenir la stabilité du fonds face à ces défis? Bah, quand vous avez beaucoup de volatilité qui viennent voilà, d'événements, ça peut être des tensions géopolitiques, des chiffres économiques aussi, parce qu'on a vu, les banques Oui. centrales sont très data dépendantes, donc chaque chiffre qui sort peut amener beaucoup de volatilité. Eh ben, l'intérêt, nous, aujourd'hui, dans cet environnement-là, c'est d'être flexible, en fait. Oui, la flexibilité à la fois sur les taux, mais sur les primes de risque crédit. Donc, nous, on a plein d'outils en termes de dérivés, que ce soit dérivés de taux. Donc, on a les futurs sur taux qu'on peut ajuster rapidement, qui sont très liquides. On a les dérivés de crédit via les CDS, qui nous permettent de couvrir un portefeuille si on pense que les primes de risque peuvent s'écarter, par exemple. Donc cette volatilité qu'on observe, c'est vrai que elle peut être intéressante pour nous, puisque ça nous permet de générer un surplus de performance, en plus du rendement qu'on a sur les obligations aujourd'hui. C'est vrai que cette volatilité,
elle Oui. existe et quand on gère un fonds flexible, bah, elle est assez intéressante Elle peut pour être positive, générer, hein, c'est ça. voilà. Voilà. Parfait. Et alors, bah, dans le cadre de la gestion du fonds dont vous vous occupez, justement, quels critères utilisez-vous pour sélectionner les émetteurs d'obligations et comment vous choisissez les secteurs dans lesquels vous allez investir? Bah, en fait, en termes de sélection, hein, nous, on est tous gérants analystes hein, dans l'équipe, donc on couvre tous des secteurs. Euh, on a, en termes d'analyse, quand vous analysez un émetteur, vous allez regarder ses ratios crédit, évidemment, hein, le levier financier, sa couverture d'intérêt. Voilà, donc vous avez plusieurs ratios crédit. Donc aujourd'hui, nous, voilà, on ne voit pas de détérioration sur les émetteurs qu'on couvre aujourd'hui, à part certains secteurs. On en parlera Ouais. peut-être dans quelques minutes, mais voilà, aujourd'hui, dans son ensemble, ça reste quand même plutôt constructif, notamment les banques, hein. C'est pour ça que c'est un secteur qu'on aime toujours, les banques Ok. européennes. On a des fondamentaux qui restent très bons, on a des revenus et des bénéfices qui ont été excellents, Ouais. hein, exceptionnels même, je dirais, sur l'année 2024 et qui devraient le rester sur 2025, hein, dans un contexte de remontée de taux d'intérêt et même de quantification des courbes. C'est très bon pour le secteur bancaire. Donc fondamentalement, on reste constructif sur les banques, évidemment. Et puis après, sur les secteurs, donc là, on voit quelques faiblesses évidemment sur le secteur automobile. Ouais. Donc c'est un secteur qu'on a évité depuis maintenant pas mal, beaucoup de trimestres. Après, on reste constructif sur des secteurs peut-être plus défensifs, comme les télécoms, la pharmacie. Et puis sur le secteur immobilier, parce que c'est un secteur qu'on avait vraiment, je dirais, on était vraiment sous-pondéré dans toute l'équipe hein, sur le secteur immobilier en 2022 et 2023. On revient progressivement via notamment le marché primaire qui offre des opportunités hein, pour revenir sur certains noms dans ce secteur-là. Donc voilà, je dirais les grands biais, c'est les banques européennes qu'on aime toujours, les télécoms, la pharmacie. On évite les autos pour le moment, mais au bout d'un moment, il faudra évidemment, c'est une question aussi de valorisation. Pour nous, ça nous semble trop tôt aujourd'hui pour revenir. Voilà, mais en règle générale, c'est vrai qu'on va regarder le fondamental pour sélectionner un émetteur, le secteur évidemment dans son ensemble, et puis la valorisation. Est-ce Ouais. que finalement cette dégradation qu'on attend sur un émetteur ou sur un secteur est déjà valorisée? Ok. À un moment donné, il faut revenir Ouais. et racheter l'émetteur et le remettre en portefeuille. Aujourd'hui, typiquement sur les autos, pour nous, c'est beaucoup trop Ok. tôt. Très bien. Ben, merci beaucoup pour toutes ces réponses. C'est un réel plaisir et bonne journée à tous.